Petite annonce, en raison du travail demandé pour ce genre de contenu, cette vidéo a été divisée en 2 parties. Pour éviter de travailler inutilement, je posterai la deuxième partie si on atteint la barre des 1000 vues et les 100 likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage, ça m'aiderait énormément et c'est un moyen simple et efficace de me venir en aide. Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser un commentaire pour contribuer au référencement du projet. Bonne vidéo. Avez-vous déjà vu cette image ? Si vous avez été sur internet durant ces dernières années, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur cette photo étrange et dérangeante, mais que vous aviez vu également celle-ci, ou encore celle-ci. Toutes ces images ont un point en commun. Elles sont toutes vides, étrangement familières comme si vous y avez déjà été, et entourées d'une aura de malaise général. Mais alors que sont ces images ? Pourquoi sont-elles aussi fascinantes et jusqu'où l'iceberg des espaces liminaux peut nous emmener ? Ce sont les questions que nous allons essayer de répondre durant ce B-side. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble premièrement ce que sont les espaces liminaux, suivi de quelques caractéristiques qui les constituent, puis nous plongerons de plus en plus dans l'iceberg des espaces liminaux pour explorer de fond en comble cette esthétique qui a selon moi révolutionné le monde des esthétiques d'internet. On parlera entre autres des fameuses backrooms, mais aussi des dérivés des espaces liminaux comme par exemple la weirdcore et la dreamcore. Bienvenue sur B-Side, la chaîne YouTube qui explore les phénomènes étranges de notre réalité et qui tente de les expliquer. Ne perdons pas plus de temps et explorons ensemble le monde des liminal space. Pour bien comprendre le sujet de cette vidéo, penchons-nous d'abord sur ce qu'est, au sens large, une esthétique d'internet. Pour cela, nous allons nous servir de la définition donnée par l'Aesthetic Wiki, un site internet collaboratif entièrement dévoué à contextualiser, archiver et classer les différentes esthétiques existantes. On y lit: L'esthétique est un phénomène d'internet dans lequel une personne possédant un compte de réseau social reposte ou publie des images, des musiques ou des vidéos dans le but de créer ou de transmettre une ambiance centrée autour de concepts que le collectionneur considère comme étant visuellement attrayants. Pour compléter cette définition, citons également le dictionnaire Le Robert lorsqu'il est question du mot esthétique. Science du beau dans la nature et dans l'art. Une esthétique d'internet est donc par définition une forme d'art dans lequel une personne publie des médias relatifs à ce qu'elle trouve visuellement attrayant. Citons parmi les esthétiques les plus connues le cottagecore, cette romantisation de la vie rurale qui a pris énormément d'ampleur durant la période de confinement en 2020, ou encore la Dark Academia, qui idéalise la littérature classique et les universités britanniques du 19e siècle. Dans une atmosphère plus tirée du surréalisme, on peut citer la Vaporwave, qui sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, ou encore l'esthétique fautigeur aéro. Maintenant que nous savons ce qu'est une esthétique, il est temps de faire notre première immersion dans le sujet de cette vidéo, les espaces liminaux. Pour faciliter le visionnage, cette vidéo est divisée en 4 parties, dont la première traite du côté historique des espaces liminaux. En 1909, Arnold van Gennep, un ethnologue français, publiera son livre nommé Rite de passage, où il parlera du concept de liminarité. D'ailleurs, si on prend la racine latine du mot liminaire, liminaris signifie seuil. Dans son livre, Van Gennep explique qu'un rite de passage se décompose en 3 parties. Premièrement, la séparation de l'individu par rapport à son groupe. Deuxièmement, la liminarité, c'est-à-dire la période du rituel pendant laquelle l'individu n'a plus son ancien statut et n'a pas encore obtenu son nouveau. Et troisièmement, la réincorporation, c'est-à-dire le retour de l'individu parmi les siens, mais avec un nouveau statut. Le rite de passage peut également signifier un changement de statut social, comme par exemple un bachelier qui s'apprête à obtenir son diplôme, mais il peut aussi signifier un changement émotionnel ou psychique, comme par exemple la période de l'adolescence. Enfin, et c'est cette partie qui nous intéressera, ce concept peut également s'appliquer à des lieux physiques, qu'on appellera alors des espaces liminaux. Si on résume tout ça, la liminarité signifie donc le moment de transition entre 2 états, qu'ils soient émotionnels ou physiques. Et on commence déjà à y voir plus clair au sujet des espaces liminaux. Ce sont des lieux se trouvant entre un point A et un point B. Par exemple, un ascenseur est un espace liminaire, puisqu'il s'agit du point de transition entre l'entrée du bâtiment et l'étage où vous souhaitez aller. On pourrait dire la même chose d'un aéroport, d'un couloir ou encore d'un parking. Durant plus d'un siècle, le concept des espaces liminaux restera dans l'ombre, méconnu du grand public. Mais tout était sur le point de changer. En effet, les espaces liminaux commenceront bientôt à se forger une réputation sur Internet durant la période Covid. En 2019, un board sur 4chan intitulé Disquieting Images That Just Feel Off va servir de pierre angulaire dans la popularité des espaces liminaux.
Les participants de ce thread devaient envoyer des photographies qui dégageaient une atmosphère étrange. Cette collection mystérieuse de photos, a priori vides et prises sans contexte clair, avait pour première photo cette image. Un autre utilisateur l'accompagnera ensuite de la description suivante. Si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune, le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement et environ 6 millions de miles carrés de pièces vides segmentées de manière aléatoire dans lesquelles s'y perdent. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose, car vous pouvez être sûr qu'il vous a entendu. Ok, mis à part la description un peu flippante dont on y reviendra un peu plus tard, concentrons-nous d'abord sur ce que nous pouvons voir sur l'image. Une pièce, sans aucune fourniture, au papier peint jaunâtre, semblant venir d'une époque révolue. Cette ambiance mystérieuse et surréaliste, comme si on était dans un rêve, me donnait des sensations que je n'avais encore jamais ressenties. Et je n'étais pas le seul. Un peu plus tard, des compilations d'images similaires ont fait face sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que les espaces liminaux ont réellement commencé à envahir Internet. Mais pour l'instant, même si les images gagnaient toujours en popularité de manière exponentielle, nous étions encore loin de leur célébrité d'aujourd'hui. En parallèle de ce genre de vidéos, une petite communauté travaillait désormais sur une fiction adaptée de la photo à l'origine du phénomène. Et cette fiction n'est autre que les backrooms. Les jours ont passé et la trend des liminal space prenait de plus en plus d'ampleur sur Internet. Sur le subreddit Creepypasta, les histoires parlant des backrooms commençaient à fuser, à un tel point que les backrooms allaient rapidement avoir droit à leur propre subreddit. Un véritable fandom se développa autour des backrooms et les hordes de fans commencèrent à développer l'univers, ajoutant un système de niveaux et d'entités vivant en leur sein. C'est à ce moment-là qu'il y eut une scission entre les fans. Il y avait d'une part ceux qui aimaient le système de niveaux et d'entités, et d'autre part ceux qui préféraient la creepypasta originale, simple mais bien plus efficace. Ces derniers créeront d'ailleurs leur propre subreddit, True Backroom. Nous n'allons pas nous intéresser en détail au lore des backrooms, premièrement parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, et deuxièmement parce que d'autres youtubeurs ont déjà fait des très bonnes vidéos à ce sujet. Il est tout de même important pour la suite de notre aventure de considérer le levier principal qui a fait littéralement exploser la popularité des backrooms. En effet, et je pense que vous vous en doutez, mais on ne peut pas parler des backrooms sans mentionner le grand Kane Parsons. Au début de l'année 2022, Kane Parsons est un adolescent qui poste occasionnellement des vidéos d'animation 3D sur sa chaîne YouTube. Mis à part le fait qu'il soit incroyablement doué pour son jeune âge, il allait bientôt sortir une vidéo qui allait changer la face du contenu horrifique sur internet. Et cette vidéo, vous la connaissez sans doute, c'est celle-ci. The Backrooms Found Footage. Je ne vais pas faire d'analyse ultra poussée de cette vidéo, parce que ce serait rallonger inutilement la durée de cette vidéo, mais je me permets de vous raconter globalement ce qu'il y a d'intéressant à noter pour nous. Déjà, on peut dire que grâce à la vidéo de Kane Parsons, les espaces liminaux ont eu un nouveau regain de popularité. Et j'irais même jusqu'à dire que les mois qui ont suivi la sortie de sa vidéo constituent le point culminant de la célébrité des espaces liminaux. Aujourd'hui, cette esthétique continue à faire parler d'elle, avec plein de youtubeurs peu connus qui en font toujours des sujets pour leurs vidéos, mais aussi avec les vidéos de compilation d'espaces liminaux qui continuent à ce jour d'être visionnées par des milliers de personnes. Si on résume cette partie, on peut dire que le concept commence à partir de 1909 avec les rites de passage d'Arnold van Gennep, puis que ce concept commence lentement à s'installer dans la culture populaire après l'arrivée des backrooms en 2019. Enfin, avec la vidéo de Kane, en 2022, les espaces liminaux vont connaître leur pic de popularité, puis l'effet de mode va finalement s'estomper et le concept va se stabiliser autour d'une communauté aguerrie et encore très active de nos jours. Bon, on en a fini avec la partie chronologique, mais pour débuter cette deuxième partie, je vous propose de continuer de creuser un peu plus la vidéo de Kane Parsons. Alors accrochez vos ceintures, parce que c'est là que nous allons entrer dans le vif du sujet. La première chose que l'on voit en cliquant sur cette vidéo, c'est un groupe de jeunes qui sont en train de tourner une scène pour un film amateur. Quand tout à coup, le protagoniste tombe en dehors de la réalité. Si vous vous souvenez, nous avions parlé tout à l'heure de la description qui accompagnait la première photo que nous avions analysée. On y retrouve beaucoup de similitudes avec la vidéo de Kane, et c'est normal puisqu'il s'est inspiré du concept des backrooms pour réaliser sa fiction. Enfin, c'est littéralement dans le titre quoi. The Backrooms, tu peux pas faire plus clair. Le premier élément important à retenir de cette vidéo, c'est comment les décors vides des backrooms sont dépeints. L'atmosphère est pesante, les seuls bruits audibles sont les lumières en fond, les mouvements du protagoniste et parfois quelques artefacts de la caméra, et c'est tout. Pas d'oiseaux qui chantent en fond, pas d'autres formes de vie, juste nous et ces murs jaunes, dans un labyrinthe visiblement infini. Les backrooms incarnent le vide. Et si on met en relation les backrooms avec les espaces liminaux, ça nous apprend quelque chose de fondamental sur cette esthétique.
Un espace liminaire, ce n'est pas seulement un lieu entre deux points. C'est vide. Et cette absence de tout, que ce soit de contexte, de vie ou de sens, c'est une chose qui nous permet d'expliquer pourquoi un espace liminaire nous semble si étrange. Les êtres humains sont des êtres sociables, qui apprécient la compagnie de leur père et des autres formes de vie en général. Il se sent en danger lorsqu'il est seul, parce qu'il est beaucoup plus vulnérable aux attaques de prédateurs. La raison de pourquoi vous vous sentez mal à la vue de certains espaces liminaux, c'est tout simplement dû à votre instinct de survie. En réalité, on aimerait que les espaces liminaux soient vides, mais notre cerveau, qui se sent vulnérable lorsqu'il est seul, nous fait croire que nous ne voyons pas le danger, et que quelque part dans cet endroit, il y a quelque chose qui nous voudrait du mal. Soyons francs. Si vous vous retrouviez dans un endroit tel que les backrooms ou tout autre espace liminal, ce ne serait pas le fait que vous soyez seul qui vous ferait peur. Ce serait le fait que vous ne le soyez pas. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait une petite liste qui nous permettra de noter toutes les caractéristiques principales qui font des espaces liminaux des endroits si étranges à observer. A noter qu'une image ne doit pas obligatoirement répondre à tous les critères pour être considérée comme liminaire. On procédera alors par ordre d'évidence. Maintenant que nous avons établi le lien entre le vide et les espaces liminaux, permettez-moi de donner une deuxième piste qui en découle naturellement, le paradoxe de la similitude. Pour introduire cette caractéristique, je vous demanderai de bien regarder ces images et d'essayer de trouver un point commun entre elles. Vous l'avez trouvé ? Le point commun entre toutes ces images, c'est le fait que ce soit des endroits qui sont d'habitude remplis de vie. Vous avez déjà vu une école sans aucun élève à l'intérieur, même dans ses salles de classe ? Ou encore un centre commercial avec personne à part vous à l'intérieur ? Il y a de fortes chances que non. Le fait que ces endroits soient photographiés sans vie nous aide à avoir cette sensation d'étrangeté. On sait que quelque chose ne va pas, qu'il est censé y avoir du monde, mais pourtant, il n'y a personne. C'est la variable vide que nous avons déjà mentionnée. Mais tout en gardant cette variable en tête, on peut en voir une nouvelle qui s'offre à nous. Vous n'avez pas l'impression d'être déjà allé dans ces endroits ? Et c'est ce point-là que j'aimerais à présent aborder avec vous, la sensation de déjà-vu. Vous n'êtes jamais allé ici, vous n'êtes jamais allé là, et vous n'êtes encore moins allé là. Et pourtant, vous avez la certitude d'y avoir déjà été il y a longtemps. C'est une chose courante lorsqu'on regarde des espaces liminaux. Mais alors pourquoi ? La principale raison serait parce que ces endroits ont des similitudes avec les endroits que nous avons déjà fréquentés. Une école, même si ce n'est pas la même, aura toujours des couloirs et des salles de classe. Et c'est pareil dans les parcs pour enfants. Peu importe le parc en question, il y aura toujours un toboggan ou une balançoire. Et c'est de là que viennent les sensations de déjà-vu. Les images d'espaces liminaux dépeignent des emplacements qui nous sont inconnus au sens propre de l'endroit, mais familiers dans leur fonction. Une piscine reste une piscine. Un couloir d'hôtel reste un couloir d'hôtel. Notre cerveau n'aime pas l'illogisme, et il veut donner un maximum de sens à ce qu'il voit. Il nous trompe alors en nous faisant croire que nous sommes déjà allés dans ces endroits, alors qu'en réalité nous n'y avons jamais mis les pieds. L'échec de compréhension du cerveau provoque le paradoxe de la similitude. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un article scientifique qui soutenait que les espaces liminaux constituaient la vallée de l'étrange de l'architecture. Et comme je viens de perdre au moins 80% de mon audience en mentionnant le concept de vallée de l'étrange, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Le concept de la vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley en anglais, décrit notre réaction face à des robots qui sont censés nous ressembler, mais avec des légères imperfections, ce qui résulte à une réaction de malaise ou de dégoût de notre part. Voici l'idée derrière le graphique que vous êtes en train de regarder. Si un objet inanimé ressemble un peu à un humain, on le trouve souvent mignon ou sympathique. Mais plus l'objet commence à nous ressembler, plus il a un côté étrange, voire effrayant. Et c'est cette ambiguïté, ce mélange entre des éléments humains et non humains, qui fait que notre cerveau interprète l'objet comme une menace. Maintenant, prenez ce concept et placez-le dans le domaine de l'architecture. Plus les bâtiments nous sont familiers, plus nous nous sentirons à l'aise. À l'inverse, plus la structure subira des altérations, plus nous nous sentirons mal. C'est ce qu'explique l'article scientifique. Et même si je n'ai pas tout compris, genre 7 pages, je comprends strictement rien, je pense avoir compris le principal. Plus un espace déviera de ce que nous avons l'habitude de voir, plus il sera interprété comme liminaire. Cet article nous ouvre la voie à de multiples nouveaux critères. La répétition, la distorsion de taille et l'emplacement des objets, ici appelée distorsion contrôlée. Ok, ça nous avance pas mal vers notre compréhension affinée des espaces liminaux. Mais selon moi, il y a encore 2 critères que l'article ne mentionne pas. L'éclairage et la nostalgie. Si ces 2 critères sont optionnels, force est d'admettre qu'ils peuvent grandement accentuer le côté liminaire d'une photo. Regardez ces images. On peut observer quelques critères majeurs, comme le vide et la similitude, mais cette fois-ci dans un contexte nostalgique. Il est clair que cet espace est 10 fois plus liminaire avec la nostalgie et l'éclairage qui entrent en jeu.
Bon, je pense que nous avons tous les critères principaux qui font qu'un espace est liminaire. Donc la prochaine fois que vous verrez une photo de liminal space, vous saurez le secret qui se cache derrière. On pourrait arrêter la vidéo ici. Mais on va pas le faire. On va aller plus loin. Bien plus loin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie en entier. Si vous souhaitez voir la deuxième, je rappelle que l'objectif est de 1000 vues et 100 likes. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage et à laisser un commentaire, vous m'aideriez énormément et cela permettrait à d'autres personnes de visionner ce projet. Enfin, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner car d'autres contenus arrivent. À bientôt.